Correction de concours de l'ENSA pour l'année 2024, la filière de physique-chimie. Donc on donne la constante de Planck H égale à 6, 10 à la puissance moins 34 joules seconde moins 1. Et la vitesse de la lumière dans le vide qui est égale à 3, 10 à la puissance 8 mètres seconde moins 1. Un électrovolt est égal à 1,6, 10 à la puissance moins 19 joules. Dans le spectre de l'atome d'hydrogène, on observe une raille pour la longueur d'onde est égale à 648 nanomètres. Donc, cochez la bonne réponse. La fréquence correspondante à cette raille est comprise entre 410 à la puissance 3 GHz et 510 à la puissance 3 GHz. B, l'énergie correspondante à cette raille est comprise entre 1,6 kV et 2,1 kV. Cette radiation est dans le domaine de l'infrarouge. Cette radiation est une radiation ionisante, c'est-à-dire son énergie est supérieure à 13,6 électrovolts. Donc on a l'énergie dans la partie quantificateur, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'énergie quantifiée, elle est égale à la constante du Planck qui est multipliée par nu. Nu, c'est la fréquence. Donc, on est nu, elle est égale à C sur lambda. C'est-à-dire que l'énergie est égale à HC sur lambda. C'est-à-dire est égale à H fois 3 10 à la puissance 8 sur lambda. Lambda, c'est 648 nano. Un nano, c'est 10 moins 9 mètres. Donc, on va trouver qu'il est égal à 46, 10 à la puissance moins 4, qui multiplie 10 à la puissance 17 fois H. On joule. Donc, ce qu'on veut, c'est nu. Donc, nu, elle est égale à E sur H. Donc, est égal à 46, 10 moins 4 fois 10 à la puissance 17. On va simplifier par H. Donc, est égal à 46, 10 à la puissance 13. C'est-à-dire est égal à 46, 10 à la puissance 4 fois 10 à la puissance 9. Donc, est égal à 460, 10 à la puissance 3 GHz. Un GHz, c'est 10 à la puissance 9 Hz. Donc, on voit que cette valeur, elle est comprise entre cette valeur et cette valeur. Donc 460, elle est comprise entre 400 et 500. Donc, cette proposition, elle est juste. Donc, concernant la deuxième proposition, on a E est égal à H nu. Donc, c'est-à-dire, c'est 6, 10 à la puissance moins 34 qui multiplie 46, 10 à la puissance 13. On va trouver qu'il est égal à 112, 10 à la puissance moins 2 électrovolts. Mais cette valeur-là n'est pas comprise dans l'intervalle 1,6 kV électrovolts et 2,1 kV électrovolts. C'est-à-dire que la proposition B, elle est fausse. On a lambda égale 648 nanomètres. Elle n'appartient pas à l'intervalle 0,7 micromètres et 100 micromètres. C'est-à-dire que cette radiation n'a fait pas partie de l'infrarouge. C'est-à-dire que C, elle est fausse. Concernant D, on a E est égal à 1,72 électrovolts qui est inférieur à 13,6 et c'est pas supérieur à 13,6 pour que l'énergie soit ionisante, c'est-à-dire que la proposition D elle est fausse. Donc la bonne réponse c'est A, c'est-à-dire que lambda elle est comprise entre 410 à la puissance 3 GHz et 510 à la puissance 3 GHz.
La question 22. On dispose d'un laser d'hélium-néon. On interpose entre le laser et un écran E une fente verticale de longueur A égale à 3, 10 à la puissance moins 2 millimètres sur l'écran situé à la distance D qui est égale à 1,5 mètre. On observe dans la direction perpendiculaire à la fente une figure de diffraction représentée sur la figure ci-contre. Donc, chez la bonne réponse. La largeur de la tâche centrale D est donnée par D est égal à 2 qui multiplie A qui multiplie grand D sur lambda. D, quand la longueur de la fente a augmenté, la longueur de la tâche centrale va diminuer. C, la longueur d'onde du laser vaut lambda égale à 600 nanomètres lorsque la mesure de la tâche centrale est D est égale à 6 cm. D, l'écart angulaire θ est une fonction croissante en fonction de la largeur A de la fente. Donc on a sinus de θ, et elle est donnée par lambda sur A. Et puisque θ est petit, donc elle est sensiblement égale à θ. Et on a tangente de θ, à peu près égale à θ, est égale à L sur 2 sur D. Donc on va combiner les deux relations, on va avoir lambda sur A est égal à L sur 2D. C'est-à-dire que L est égal à 2 lambda D sur A. Donc cette proposition A, elle est fausse. Donc concernant le B, on a L est égal à 2 lambda D sur A. Donc quand A augmente, le L, il va diminuer, car elles sont inversement proportionnelles, puisque lambda et D sont fixes. C'est-à-dire que B, elle est juste. On a lambda est égal à L fois A sur 2D. On va trouver qu'il est égal à 6 nanomètres. Et ce n'est pas 600 nanomètres. Donc, le C, elle est fausse. On a θ, elle est égale à lambda sur A. C'est-à-dire qu'elle est égale à lambda F de A. Donc, θ est égal à lambda F de A. Donc, la dérivée θ', c'est moins lambda sur A au carré. Cette valeur, c'est négatif. C'est-à-dire que θ', elle est négative. C'est-à-dire que θ, c'est une fonction décroissante. Ce n'est pas une fonction croissante. Donc, la proposition D, elle est fausse. Donc, seule la proposition B qui est juste. La question 23. Un golfeur lance une balle de diamètre 4 cm verticalement avec un angle alpha égal à 45 degrés par rapport à l'horizontale OX avec une vitesse V0 qui est égale à 30 mètres par seconde. Un arbre situé à une distance D qui est égale à 15 mètres du golfeur s'élève à une hauteur qui est égale à 9,4
98 mètres. On suppose que les frottements dus à l'air sont négligeables. Et on prendra l'accélération de la pesanteur G est égal à 10 mètres par seconde moins 2. Donc le centre d'inertie de la balle passera au-dessus de l'arbre à quelle distance ou bien à quelle altitude? Donc voici les données. Donc on a G, on a alpha, on a V0, on a D, on a H et les frottements sont négligeables. Donc on va appliquer le principe fondamental de la dynamique dans le repère OX ou Y supposé Galilée. Donc on a P plus R est égal à M gamma. Donc on va la projeter, donc c'est-à-dire c'est une projection sur l'axe OX sur l'axe 10Y. Donc on aura deux équations. Donc ça égale à 0 et ça est égal à moins G. Donc puisque Y seconde est égal à moins G, donc le mouvement il est uniformément varié, décéléré. Donc puisque c'était un moins ici. Donc la première dérivation va nous donner V0 cosinus alpha. Donc c'est-à-dire que x de t est égal à V0 cosinus alpha, t plus x à la puissance t égale à 0, ça c'est égal à 0. C'est-à-dire à l'état initial. Donc on a x de t est égal à V0 cosinus alpha t. On a y point de t est égal à moins gt V0 sinus alpha. Donc y de t est égal à cette expression-là, puisque le y à t égale à 0 égale à 0. Donc on va tout simplement prendre le t ici, on va la remplacer ici pour trouver l'équation de la trajectoire. Donc on a cette équation ici. Maintenant, tout simplement, on va remplacer. Donc ce qu'on veut, c'est l'altitude h, c'est-à-dire on va remplacer x par la distance d. Donc le h, elle est égal à ça, avec d est égal à 15. Donc V0, tout ça, ce sont des données. Donc on va trouver que le h, elle est égal à 12,5 mètres. Donc ce qu'on veut, c'est ça, c'est la distance de Y. C'est-à-dire, c'est cette partie-là. Donc ça, c'est Y. C'est-à-dire, ça, c'est H. Nous, ce qu'on veut, c'est le centre d'inertie passera au-dessus de l'arbre. C'est-à-dire, on veut cette distance-là. L. Donc, L est égal à H moins H. Donc, on va prendre cette valeur-là. On va la retrancher 9,98. On va trouver qu'elle est à peu près égale à 2,52, puisque cette valeur ne figure pas parmi les solutions. Donc, la valeur la plus proche, c'est 2,77. Donc, la réponse, c'est D. La question 24. Donc, le golfeur souhaite ajuster son drive de façon à faire passer la balle juste au sommet de l'arbre, c'est-à-dire son tangentiel ici. On doit alors donner à la balle une autre vitesse initiale. Autre, c'est pas V0, mais c'est un V'0. Tout en conservant le même angle alpha du tir. Donc la vitesse V'0 qu'on doit donner à la balle afin de franchir de justice le sommet de l'arbre. Donc sa valeur à quoi est égale? Donc puisqu'on a toujours l'équation de la trajectoire, tout simplement on va remplacer le V0 par V'0. Et le
Y, ça devient un autre H'. C'est-à-dire le H' ici, c'est 9,98, c'est-à-dire c'est la hauteur de l'arbre, plus le rayon du bal pour arriver au centre d'inertie. Puisque là, ici, elle a une relation avec le centre d'inertie. C'est-à-dire que H, elle est égale à H plus le D sur 2, puisque le D, c'est le diamètre. Donc le diamètre, elle est donné par l'énoncé. C'est à peu près 4 cm. Donc, le H', c'est-à-dire la distance, ici, c'est H plus D sur 2, c'est-à-dire 9,98. Ça, c'est 4 cm, c'est-à-dire 4 à 10 moins 2, divisé par 2, c'est 0,02. Donc, il faut l'ajouter ici. On va trouver que cette hauteur, elle est égale à 10 au lieu de 9,99. Donc, on va trouver que H' est égal à 10 au lieu de 9,98. Maintenant, tout simplement, il faut chasser le V0 qui se trouve ici. Donc, tout simplement, ce sont des équations. Donc, on va trouver que V'0 est égal à 450, c'est-à-dire 225 fois 2. Et 225, c'est 15 au carré. C'est-à-dire que la racine de 225, c'est 15 racines de 2. Donc, on va trouver que V'0 est égal à 15 racines de 2. Donc, il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. L'exercice 4, un mobile M de masse petit m égale à 150 grammes, supposé ponctuel, peut glisser le long d'une piste A, B, C, dans la forme donnée par la figure ci-après. Le mouvement a lieu dans un vertical. On prendra l'accélération de la pesanteur est égale à 10 mètres secondes moins 2. Donc la partie curviline, c'est-à-dire la partie AB, est un quart de cercle de rayon R égale à 1 mètre. Donc, le mobile ici, elle parcourt cette partie-là, c'est-à-dire cet arc, sans frottement. C'est-à-dire que les frottements sont négligeables. Donc, elle est lancée à partir de A avec une vitesse verticale dirigée vers le bas, qui est égale à 2 mètres par seconde. Donc, ce qu'on veut, c'est la vitesse lorsqu'elle arrive au point B. Donc ça, c'est les données. Donc M égale à 150 grammes, c'est-à-dire 0,15 kg. Ça, c'est G, ça, c'est R, ça, c'est VA. Ça, ce sont les frottements sont négligeables. Donc pour trouver la vitesse ici, il faut qu'on applique ce qu'on appelle le théorème de l'énergie cinétique entre A et B. Donc on a delta EC entre A et B égale la somme des travaux des forces extérieures. Les forces ici sont P et R. Donc R, elle est perpendiculaire à la tangente ici, car les frottements sont négligeables, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas. Donc le travail de R est égal à 0, et le travail de P, quand il arrive au point B, c'est-à-dire qu'il parcourt cette distance-là, H, qui est égale à R. Donc, on aura donc VB est égal à racine de VA au carré plus 2GR. Donc, on va trouver qu'il est égal à 24. Racine de 24, c'est 4 fois 6, donc c'est 2 racines de 6. Donc, on va trouver que la réponse, c'est D.
La question 26. Par application de la deuxième loi de Newton, au mobile M, un mouvement par rapport au repère fixe, c'est-à-dire le repère cartésien d'origine O, et en projetant l'équation vectorielle obtenue dans la base de Frenet, c'est-à-dire, ça c'est un repère qui est mobile, U, V. Donc le repère M, U, V s'appelle le repère de Frenet. Donc déterminer la force de réaction F de la piste sur le mobile en M et en déduire celle en B. Donc la valeur de cette force lorsqu'elle va arriver à B, à quoi est égale? Donc maintenant, on tenait compte de frottement, c'est-à-dire qu'il y a des frottements de la part du l'arc AB sur le mobile. Donc on a M, U, V, ça c'est le repère de Frenet lié au mouvement de M, c'est-à-dire il est mobile. Donc par application du principe fondamental de la dynamique au point M, on a P plus F est égal à M gamma. Donc on va la projeter sur MU et sur MV. Donc sur MU, gamma est égal à gamma tangentiel, c'est-à-dire la dérivée de V par rapport à dt. Et concernant le V, gamma est égal à N, gamma est égal à V au carré sur R. C'est ce qu'on appelle l'accélération centripète. Donc ce qu'on appelle l'accélération centripète. Donc sur MU, on a P sinus alpha. On a donc P sur MU, on a P sinus θ. Donc, selon U, on a P sinus θ est égal à M dV sur dt. Et selon V, on a moins P cosinus θ plus F est égal à 1V au carré sur R. Donc cette partie-là va nous donner que l'expression de F, elle est égale à P cosinus θ plus mv au carré sur R. Donc ça, c'est la force de frottement. Quand il va arriver au point B, l'angle devient égal à 0. Puisque ça, c'est 0, donc lorsque θ il était ici, l'angle est égal à pi sur 2. Et lorsqu'il va arriver ici, ça, le θ il est égal à 0. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'équilibre stable. Donc lorsqu'il arrive à B, le θ est égal à 0. Donc θ égale à 0, cosinus de 0, c'est 1. Donc la force de frottement au point B, elle prend cette forme-là. Donc tout simplement, donc, on remplace, on va trouver qu'il est égal à 5,1 newton. Donc la réponse C qui est juste. La question 27, la portion BC est rectiligne de longueur L égale à 2 mètres, mais elle est rigoureuse, c'est-à-dire que ici, il y a des frottements. On assimilera les forces de frottement à une force unique, F constante et qui s'oppose au mouvement, c'est-à-dire au sens inverse du mouvement. Donc la portion BC est rectiligne. Donc, sachant que la vitesse en C, lorsqu'elle va arriver à C,
V7 égale à 2 mètres par seconde. Donc, à quoi est égale la valeur de la force du frottement sur le parcours BC? Donc, on a BC est égal à L qui est égal à 2 mètres. Et on a V7 égal à 2 mètres secondes moins 1. Et on a VB, on a déjà trouvé, qui est égal à 2 racines du 6. Donc, cette partie-là, elle est rigoureuse, c'est-à-dire qu'il y a des frottements qui s'opposent au mouvement. Donc, on applique le théorème de l'énergie cinétique entre les instants B et C. Donc, on a ça. Donc, le travail de P, elle est perpendiculaire au déplacement, donc est égal à 0 joule. Donc, il reste le travail de F qui est résistance, c'est-à-dire égal à moins F fois L fois la distance BC. Donc, tout simplement, donc maintenant, donc le F est égal à la différence de la vitesse sur la distance de parcours. Donc, c'est une application numérique. On va trouver qu'elle est égale à 0,750 newtons. Donc, il faut cocher la réponse B. L'exercice 5, la question 28, un circuit série comprend une bobine d'inductance L, une résistance R et un condensateur de capacité C. Le schéma de l'oscillogramme de l'évolution au cours du temps, ça c'est le temps, c'est-à-dire que la tension aux bornes de circuit RLC, la tension, elle varie ici en fonction du temps. Donc, ils nous ont donné la sensibilité horizontale qui est égale à 0,1 millisecondes par division, la sensibilité verticale qui est égale à 2 volts par division. Donc, ce qu'on veut, c'est déterminer la fréquence F des oscillations électriques pseudo-périodiques, puisque ça, c'est pseudo-périodique, c'est pas périodique. Car ici, on voit que les bournolements, ou bien, c'est-à-dire que les parties, il est en diminution. C'est-à-dire que les sommets sont en dégradation. Donc, on a la sensibilité horizontale, verticale, on a la pseudo-période T. Donc, la pseudo-période T ici, elle est égale à 2 carreaux qui multiplient par 0,1, ça nous donne 0,2 millisecondes. Donc, le T il est égal à 1 sur F, donc F est égal à 1 sur T. Donc, il est égal à 1 sur 0,2 millisecondes, donc il faut multiplier par 10 moins 3 pour avoir le second. C'est-à-dire qu'il est égal à 10 à la puissance 4 sur 2, qui est égal à 0,5 10 4, qui est égal à 5000 Hz. Donc il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste. Donc, en gardant donc la valeur de la capacité du condensateur SC est égale à 10 nanofarad. Calculer l'énergie dissipée par effet Joule entre l'instant du premier maximum et
celui du second maximum. Donc, on a C égale à 10 nanofarad, c'est-à-dire 10 fois 10 moins 9 farad, c'est-à-dire 10 moins 8 farad. On a eu C max ici, approximativement. Donc, cette valeur-là, puisque ça c'est 1 carreau, 2 carreaux, 3 carreaux, ça c'est 3 carreaux, virgule 9. À peu près, virgule 9, virgule 8, virgule 7. Donc, cette valeur, donc c'est 3 carreaux quelques. Donc, il faut multiplier par la sensibilité verticale qui est 2 volts par division. Donc, ça nous donne 7,8 volts. Ici, on a un carreau quelque. Un carreau, virgule 9 ou bien virgule 7 ou bien... Donc, j'ai pris 1,9 qui multiplie 2 la sensibilité. Donc, ça nous donne 3,8 volts. Donc, on a l'énergie totale, c'est l'énergie emmagasinée dans le condensateur plus l'énergie emmagasinée dans la bobine. Donc, est égal à 1 demi C UC au carré plus 1 demi LI au carré. Donc, lorsque cette valeur-là prend la valeur maximale, donc le E est égal à cette valeur maximale ou bien à cette valeur maximale. Et elle est égale à moins l'énergie dissipée par effet Joule. Donc, nous, on va travailler avec ce terme-là et ce terme-là. Donc, on a l'énergie dissipée par effet Joule est égale à moins 1 demi CUC max. Donc, UC max, c'est la différence. C'est la différence entre cette valeur-là moins cette valeur-là. C'est-à-dire, ça c'est... Donc, on a remplacé C par sa valeur. Le UC max, on va trouver qu'il est égal à peu près à moins 2,398 10 moins 7 joules. Donc, la valeur la plus proche, c'est 2,45, mais toujours elle est négative, puisque c'est une énergie qui est dissipative. C'est-à-dire, la valeur à prendre, c'est 2,45 10 à la puissance moins 7 joules. C'est-à-dire, la réponse, c'est A. On étudie la charge d'un condensateur de capacité C au travers d'une résistance R. On utilise pour cela un générateur idéal de tension de force électromotrice E. Le montage utilisé est schématisé sur cette figure-là. À l'instant t égale à 0, on bascule l'interrupteur dans ce sens, c'est-à-dire de la position K. Ça, il était en position 0, ça c'est la position 1, mais ils ont nommé, c'est la position K. Donc, le traitement des données permet de tracer, donc le traitement des données permet de tracer la courbe ci-dessous, représentant la fonction U en fonction du temps. Le temps ici, il est en microsecondes. Donc, sachant que la valeur de la capacité du condensateur est C égale à 1 microfarad, à quoi est égale la valeur de la résistance. Donc le condensateur, lorsque l'interrupteur est en position 0, donc il était initialement déchargé. Quand l'interrupteur passe à la position K, le condensateur commence à se charger. On a 7 égale à 1 microfarad, c'est-à-dire 10 moins 7. Donc on a C égale à 1 microfarad qui est égal à 10 moins 6 farad. Donc tout simplement, il faut chercher la constante du temps. Donc la constante du temps ici, c'est tout simplement, c'est facile. Donc c'est, puisqu'on arrive, ça c'est la valeur maximale de la tension au bord du
de condensateur. Donc, on trace la tangente, l'intersection de la tangente avec cette droite, donc la projection sur l'axe de temps, nous donne tau. Donc, tau, elle est égale à 100 microsecondes, c'est-à-dire est égale à 10-4 secondes. Et puisqu'on a ce qu'on appelle le circuit RC, alors tau, elle est égale à R fois C. C'est-à-dire que R est égal à tout sur C, donc elle est égale à 100 ohms. Donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. La question 31, la valeur de l'intensité I du courant dans le circuit à l'instant t égale à 0. Donc à l'instant t égale à 0, ce qu'on appelle la tension à vide. Donc la tension ici, à t égale à 0, ce n'est rien d'autre que cette valeur-là, divisée par R. Cette valeur-là, c'est E. Ça, c'est la tension aux bornes de générateur. Mais puisqu'on ne connaît pas la valeur de E, c'est-à-dire que on travaille avec ça. Donc c'est UC max sur R. Donc ça, c'est 5. Divisé par 100, ça nous donne 50 milliampères. Donc c'est D. La question 32, l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur. Donc l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur, c'est 1 demi CUC max au carré. Donc UC max, on sait qu'elle est égale à 5, et le C est égal à 10 moins 6, donc tout simplement on va trouver qu'elle est égale à 12,5 microjoules. La question 33, le sonar d'un bateau, donc la question 33, le sonar d'un bateau permet de déterminer la profondeur des fonds marins. Elle est constituée d'un émetteur et d'un récepteur. Le sonar étudié est alimenté par une tension sinusoïdale de fréquence 20 kHz. La célérité de saison dans l'eau est de 1500 mètres par seconde. Donc, cochez la bonne réponse. La période correspondante à cette vibration est comprise entre 20 microsecondes et 40 microsecondes. La longueur d'onde correspondante à cette vibration est comprise entre 0,70 mètres et 0,80 mètres. La longueur d'onde correspondante à cette vibration est comprise entre 0,074 et 0,076 mètres. Cette vibration est dans l'infrarouge. Donc, on a la célérité des ondes dans l'eau, c'est 1500 mètres par seconde. Et on a la fréquence, elle est égale à 20 kHz. Donc, la période T, c'est 1 sur F. Donc, ça nous donne 50 microsecondes. Donc, cette valeur-là, elle dépasse 40. C'est-à-dire que la proposition A, elle est fausse. La proposition B, la longueur d'onde, elle est comprise entre 0,70 mètres et 0,80 mètres.
Donc, on a f est égal à 6 sur lambda. Donc, lambda est égal à 6 sur v. Donc, on va trouver qu'il est égal à 0,75 mètres. Donc, 0,75 mètres, elle est située entre 0,70 et 0,80. C'est-à-dire que B, c'est juste. C'est la longueur d'onde correspondante à cette vibration est comprise entre 0,074 et 0,076. Donc c'est faux puisque c'est déjà on a trouvé qu'elle est comprise entre cette valeur-là. Donc ça à rejeter. Est-ce que cette vibration est dans l'infrarouge? Donc on a la longueur d'onde, on a trouvé qu'elle est égale à 0,75 mètres. Alors que pour qu'il appartienne à l'infrarouge, il faut qu'il soit entre 0,7 micromètres et 100 micromètres. Alors que cette valeur-là, elle dépasse ces valeurs. C'est-à-dire que D, elle est fausse. Donc seule cette valeur-là qui est juste, c'est-à-dire il faut cocher le B. Donc la question 34, le bateau équipé de sonar est situé à une distance d égale à 800 mètres au-dessus du fond, se déplace à 15 nœuds. Donc chaque nœud correspond à 1,8 km par heure. Donc le récepteur lié au bateau reçoit les vibrations émises par l'émetteur. On considère que le trajet émetteur-fond-récepteur suivi par les vibrations émises par l'émetteur s'effectue en ligne droite. La distance parcourue par le bateau pendant la durée qui s'est écoulée entre l'émission et la réception des vibrations est de l'ordre de. Donc on a la distance D, c'est-à-dire qui sépare le bateau au fond où on veut mesurer l'onde de réception. On a D égale à 800 mètres. On a donc la vitesse de bateau, donc on veut cette distance-là, c'est-à-dire le déplacement, c'est-à-dire que le bateau il se déplace entre cette partie ici. Donc le V de bateau, elle est égale à 15 nœuds, et un nœud est égal à 1,8 km par heure, c'est-à-dire qu'il faut convertir, c'est-à-dire on va multiplier par 1000 et diviser par 3600. On va trouver qu'il est égal à 15 sur 2 mètres par seconde moins 1. Donc le bateau, la vitesse du bateau, c'est d' sur delta t, c'est-à-dire que la distance parcourue ici, c'est v de bateau fois delta t. Et concernant l'onde, donc il faut que l'onde soit émise, puis elle soit réceptée dans le récepteur. C'est-à-dire qu'elle parcourt de d. Donc voici d et voici d. Donc la distance ici, c'est 2d. Donc v de l'onde est égal à 2d sur delta t. Donc delta t est égal à 2d sur v de l'onde. Donc, une fois on trouve le delta t, on remplace ici, on trouve le d', c'est-à-dire cette distance-là. Donc, on a d', elle est égale à v du bateau, qui est multiplié de d sur v de l'onde. Donc, v du bateau, c'est 15 sur 2, et ça, c'est 2 fois 800, sur 1500. Donc, après simplification, on va trouver qu'il est égal à 8 mètres. Donc, il faut cocher la réponse D, qui est la réponse juste.
La question 35, le thorium TH 90-227 est radioactif de type alpha. Sa demi-vie est égale à 18 jours. Sa demi-vie est égale à 18 jours. On dispose à T égale à 0 d'une source de thorium de masse M0 est égale à 1 microgramme. Donc ça, ce sont des données. Donc la masse de thorium restante à l'instant T1 est égale à 36 joules. Donc on a le thorium. Donc c'est un élément radioactif alpha. Donc on va trouver que le X c'est 88-223. Donc on a la masse initiale de thorium, c'est 1 microgramme, c'est-à-dire 10-6 grammes. Et on a le T de 1,5, c'est-à-dire la période T1,5, ou bien le temps T1,5, c'est 18 jours. Normalement, on voit ici que T1 égale à 36. C'est-à-dire que 36, c'est le double de 18. Mais on va raisonner à partir de ce que vous avez vu en cours. Donc, on a n de t égale à 1, 0, e moins lambda de t. Et on a n, elle est égale à m sur la masse molaire est égale à n sur le nombre d'Avogadro. C'est-à-dire que le n est égal à la masse sur la masse molaire fois le nombre d'Avogadro. Donc, on remplace ici on simplifie, on trouve que m, on va trouver que m égale à m0, e moins lambda t. Lambda, il est égal à ln de 2 sur t1,5. Donc, on a m de t égale à cette expression-là. Donc, lorsque t est égal à t1, on va le remplacer ici. Donc, tout simplement, donc ça, c'est 36 fois 18. Ça nous donne 2 moins 2 ln de 2. C'est-à-dire moins ln de 2 au carré. Donc, c'est-à-dire, c'est 1 sur ln. Donc, c'est 1 sur l'exponentielle de ln de 2 au carré, c'est-à-dire égal à 2 au carré. C'est-à-dire, m à l'instant t est égal à 1. Donc, est égal à m0 sur 4. Donc, c'est-à-dire, on va prendre le m0, c'est 1 divisé par 4, ça nous donne 0,25 microgrammes. Donc, la masse à l'instant t est égale à T1, elle est de l'ordre de 0,25 microgrammes. Donc, il faut coucher la réponse A, qui est la réponse juste. La question 36, la date D1. La question 36, la date T1, au bout de laquelle la masse initiale de thorium deviendra égale à 1 nanogramme. Donc, il est proche de quelle valeur ici? Donc, on a M1 est égal à 1 nanogramme. 1 nanogramme, c'est 10 moins 9 grammes. On a T1 est égal à 18 joules. Donc, on a cette expression ici. Tout simplement, maintenant, on va remplacer M1. Et ce qu'on cherche, c'est le T1. Donc, on a MT1, T à l'instant. Donc, on a M1 à l'instant T est égal à T1 est égal à M0. L'exponentielle de moins ln de 2 sur T1 demi multiplié T1. Donc, ça, c'est 10 moins 9. Ça, c'est 10 moins 6. Et ça, c'est 18. Et ça, c'est 0,7. Donc, c'est tout simplement, c'est des calculs. Donc, c'est multiplié par ln et ainsi de suite. Avec ln de 10, ils ont donné égal à 2,3. Donc, on va trouver que T1 est de l'ordre de 177,42 jours. Donc, la valeur la plus proche, c'est 180 jours. Donc, il faut cocher la réponse A.
La question 37. La vitamine C, constituée d'acide ascorbique pur, C6H8O6. La dissolution d'un comprimé de masse M égale à 0,35 g dans un verre contenant 200 ml d'eau, dont une solution de pH égale à 3. Les données, donc l'ion ascorbate, c'est-à-dire C6H7O6- et la base conjuguée de l'acide C6H8O6. On donne la masse molaire de l'ascorbique, de l'acide ascorbique est égale à 176 grammes par mol. Donc la valeur du taux d'avancement final de cette équation, donc ce qu'on veut, c'est la valeur du taux d'avancement final de cette réaction. Elle est plus proche de quelle valeur ici? Donc on a le volume de l'eau, il est égal à 200 ml, c'est-à-dire égal à 0,2 litres. On a le pH de la solution, c'est 3. Donc on a la masse molaire, on a la masse dissoute, est égale à 0,35, et la masse molaire est égale à 176 grammes par mol. Donc on a l'équation de dissolution, c'est-à-dire cette équation-là. À l'instant t égale à 0, on a un 0, ça, on excès, ça 0, 0. À l'instant t différent de 0, on a ces valeurs-là. Donc ce qu'on veut, c'est taux. Donc taux, c'est XF sur Xmax. Donc le XF, il est lié à la concentration initiale. Donc on a C0, elle est égale, donc C0, c'est-à-dire la concentration de C6H8O6, elle est égale à 10 à la puissance moins pH, qui est égal à XF sur V. C'est-à-dire que XF est égal à 10 moins pH fois V. Pour avoir le Xmax, donc on a 1,0 moins Xmax égale à 0. C'est-à-dire Xmax égale à 1,0 qui est égal à la masse sur la masse molaire. Elle est de l'ordre de 0,02. Donc maintenant, on passe à l'application numérique. Donc ça, c'est 10 moins 3 qui multiplie le volume 0,2 divisé par 2, 10 moins 3. On va trouver qu'il est égal à 0,1, c'est-à-dire c'est 10 pour 100. Donc il faut cocher la réponse B, qui est la réponse juste. La question 38, on souhaite protéger une lame de fer parallélépipède. Donc la question 38, on souhaite protéger une lame de fer parallélépipédique, c'est-à-dire que sous forme d'un parallélépipède. De surface S est égal à 36,4 cm². En le recouvrant de zinc, Zn solide. Pour ce faire, en pratiquant l'électrolyse. A. Anode soluble. Le bain est une solution concentrée de chlorure de zinc. 2. Donc Zn de plus de Cl-. Les données, on donne 1 Faraday égale 96 500 coulomb mol moins 1. Et la masse de zinc, masse mol, et la masse molaire de zinc, c'est 65,4 grammes par mol. Et la masse volumique de zinc, c'est 7,14 grammes centimètre moins 3. Donc on désire déposer une épaisseur de E, qui est égale à 50 micromètres de zinc sur l'intégralité de la surface de la lame de fer. Donc la masse de zinc correspondante est plus proche de donc on a la surface, on a le Faraday, on a la masse molaire, on a la masse volumique et on a l'épaisseur. Donc l'épaisseur, ça sert
avec la surface pour avoir le volume. Donc la masse du zinc, on a donc nu, la masse volumique est égale à la masse sur le volume. C'est-à-dire que la masse est égale à la masse volumique fois le volume. Et le volume, ce n'est rien d'autre que la surface fois l'épaisseur. Donc, tout simplement, on va remplacer, on va trouver qu'il est égal à 1,3 g. C'est-à-dire, il faut cocher la réponse C. La question 39, en supposant que la masse de zinc déposée sur l'électrode de fer est égale à la diminution de la masse de l'électrode de zinc. La durée de l'électrolyse, si on applique un courant électrique d'intensité I est égal à 0,5 ampères, est proche de. Donc on a I égale à 0,5 ampères. Et la masse de zinc déposée sur le fer est égale à la diminution de la masse de l'électrode de zinc. La durée de l'électrolyse, c'est ça ce qu'on cherche. Donc on a la relation I fois T est égal au nombre des électrons fois le nombre de Faraday. Donc on a l'équation redox. Donc on voit ici qu'on a 2 fois XF. Avec XF est égal à la masse du zinc sur la masse molaire. Donc, tout simplement, donc maintenant on remplace tout. On va trouver que, puisque T est égal à 2 fois cette valeur-là, fois le F sur I. Donc on va trouver qu'il est égal à 8,10 à la puissance 3 secondes. C'est-à-dire, il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. La dernière question. On neutralise 40 ml d'acide acétique CH3COOH de concentration 3, 10 à la puissance moins 3 mol par litre par une solution d'hydroxyde de potassium KOH de concentration 2, 10 moins 2 mol par litre. Le volume de KOH a l'équivalence. Donc on a dosé un acide faible par une base forte. Donc tout simplement, donc, ce qu'on veut, c'est le volume versé de la base à l'équilibre. Donc on a à l'équilibre, on a CAV égale à CD VEB. Ça dit que VEB est égal à CAVA sur CV. Donc tout simplement, on va trouver qu'il est égal à 6 millilitres. Donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une nouvelle vidéo cordialement.